Les Nets. Brooklyn. N'empêche. N'empêche. Hein? Franchement. C'est pas tout mal. Biggie Small, il serait fier. Notorious B.I.G., tous les copains de la street. Ouais. Biquet from Biquet. Tout ça, tous les copains. Bien sûr, Biquet. Ben, bien sûr. Bernard King. Biquet from Biquet. Biquet from Biquet. On s'installe peinard. Attention, fans des Nets. Trash talkers incoming. Vous savez ce qui se passe quand on parle d'une équipe. C'est-à-dire que c'est bien de réclamer les apéros. Après, il faut les assumer. Ah, sur après, le ça bégaye très fort. Ça sort des victoires consécutives, ça se fait des petites séries, et puis après, ça chiale quand on commence à parler d'une équipe. C'est la base, c'est les apéros trash talk. Non, mais là, effectivement. Fallait qu'on parle de Brooklyn. Ouais. Il y a un moment. Ouais. En ce moment, en NBA. Vas-y, attends, prépare-toi ta phrase. Préparez l'enregistrement, les fans de Brooklyn. Déjà, quand Alex regarde l'objectif, c'est dead. En NBA, en ce moment, en NBA, il n'y a pas d'équipe avec une meilleure série que Brooklyn. Brooklyn, les Nets sont l'équipe la plus chaude de NBA. Ok. En ce moment. Personne ne peut taper les Nets. The hottest streak in the NBA. Ouais. Il y a des équipes qui commencent à chauffer assez gentiment. Hein. Les Rockets sont sur 5 les Suns sur 4. Le Thunder, non, le Thunder, ils ont une défaite, non. Non, mais les Spurs, c'est pas une winning streak parce que vous avez fait les cons à Chicago. Il y a des équipes qui sont en forme en cette fin d'année civile 2018, mais personne ne peut taper la bonne forme des Nets. 7 victoires d'affilée. Contre des équipes bien en plus. Il y a exactement, c'est-à-dire qu'il y a, bon, là, la nuit dernière, tu bats Chicago, on va en parler. T'as tapé les Hawks. Mais t'as tapé les Hawks, bon voilà. Ça va, mais même dedans, les Wizards n'y arrivent pas. Les Knicks, t'as tapé les Knicks. Tu as les Sixers. Les Sixers, les Raptors. Tu as les Raptors. Déjà, Sixers et Raptors, excuse-moi, c'est des belles proies. C'est des grosses proies. C'est très propre. Tu vois, tu les avales pas en une bouchée, quoi. C'est sûr. Voilà. Surtout que les Nets, avant de les battre, ils avaient perdu contre les Nets avec un comeback, un buzzer de Jimmy et tout ça, enfin un game winner de Jimmy et tout. Non, donc là, voilà. Et les Lakers aussi. Le match. Les Lakers, tout à fait. Il faut se les faire, les Lakers, mine de rien. C'est pas si simple que ça à battre. Tout à fait, en road trip, qui passe par Brooklyn et qui dit ouais, j'aimerais bien jouer avec Anthony Davis. Du coup, il faut se le taper. Et ils ont tapé les Lakers. 7 victoires de suite. Ce qui est étonnant, évidemment, pour les fans des Nets qui suivent la saison et les autres qui le savent pas, on vous le dit tout de suite, c'est que juste avant, il se passe quoi avant cette victoire de suite ? 8 défaites d'affilée. C'est-à-dire qu'en gros, les Nets, t'as un début de saison middle, à peu près équilibré, pendant la première quinzaine de matchs. Et là, tu as Caris Levert qui se blesse. Le script est quand même flippant. La blessure, elle fait trop mal à Minnesota. Alors qu'il était en feu. Il était en feu. Game winner sur game winner. Tim Hardaway dans la poche arrière. Même au-delà des game winners, c'est genre des bons matchs, des bonnes moyennes, Denver, tout ça. Ouais. Ça a fait le taf. Donc là, franchement, on s'est dit, genre, waouh, oh là, ça c'est un sale coup, c'est moche pour les Nets, quoi. C'est chaud. Derrière, ajustement de Kenny Atkinson. Derrière, ajustement, ça tient le coup pendant 4-5 matchs et après, 8 défaites d'affilée. Donc là, on se dit, franchement, Caris Levert, All-Star. Non, mais vraiment, parce que quand tu vois Caris Levert qui s'en va et t'as 8 défaites, tu te dis, waouh, ok, il est trop valuable. Ouais. Et surtout, tu te dis, ok, Caris Levert trop valuable, et tu dis, c'est con pour les Nets, ils vont encore se retrouver genre dans les bas-fonds, ça va être dur de revenir et tout ça. Et en fait, non. En fait, cette équipe, parce que là, pour le coup, on a vraiment affaire à une équipe. On était avant là, avec Bastien, en train de regarder un peu des petites stats à droite à gauche pour voir un peu, genre, où est-ce que les Nets sortent vraiment du lot. Parce que si vous regardez les stats avancées, ou même les stats basiques, même les stats sont tout court, middle. C'est middle un peu partout. Très middle, l'attaque, la défense. L'attaque, on a regardé 12e offensive rating. Bon. Donc c'est pas comme s'ils étaient sur une la défense, c'était 20 ou 22e. Tout à fait. Mais il s'avère, si on réfléchit un peu intelligemment, que c'est surtout un équilibrage. C'est-à-dire qu'ils ont été quand même assez bas en sortie de série de défaites, et que là, par contre, les derniers matchs, pas décisives. Ils ont fait plusieurs matchs à plus de 30 passes d'ess. Ça bombarde. Dans leur série de victoires. Là. Bien sûr. Plus de 30 passes d'ess sur un match de basket, ça commence à être très sérieux collectivement. C'est l'élite. C'est Warrior style, quoi. C'est Spurs 2014. Tout à fait. Quoi. Et ce qui permet notamment d'avoir un tel total de passes décisives, c'est aussi parce que les Nets à 3 points, my goodness, en fait, ils font partie des équipes qui rentrent le plus de 3 points, les 7 ou 8e de la NBA en nombre de 3 points parce rentrés. Parce qu'Atkinson aussi, c'est ce qui met en place. en pourcentage. Et c'est ce qui met en place aussi Atkinson, c'est-à-dire que. Pas de shoot de con. Non. Et parce qu'ils ont pas trop, à part Caris Levert, mais il est blessé, mais sinon les autres joueurs, ça joue pas tant l'ISO que ça. Même D'Angelo finalement, il joue un peu l'ISO, mais peu. De toute façon, leur créateur, c'est vraiment D'Angelo et Spencer Dinwiddie, quoi.
Et c'est sans manquer de respect. Et avant, il y avait Caris LeVert. Et avant, il y avait Caris LeVert. Mais il est clair que ça tourne autour de ces gars-là. Ouais, t'as un trio. Tu as un trio de titulaires, c'est-à-dire D'Angelo Russell, Joe Harris et Jarrett Allen. Avant, il y avait Caris LeVert d'intégrer dans la triplette externe. Et après, aujourd'hui, du coup, en deux, on se retrouve avec un peu du Allen Crabbe, qui est clairement un joueur de catch and shoot en attaque. Qui a été blessé, ouais. Donc qui a été blessé, mais là, il revient, tu vois, c'est un catch and shoot en attaque. Et sur le poste 4, pour aider un peu Jarrett Allen, ça varie entre Rondae, Jared Dudley ou des gars comme ça. Mais il n'y a pas de vrai titulaire fixe là-dedans. Donc tu as une triplette, plus Dinwiddie qui sort de banc, qui fait de l'excellent taf en 6e homme. Désolé de l'avoir oublié dans la mention. Enfin, comment on dit, parce que c'est pas. C'est un mea culpa à deux. Un mea, parce que mea c'est ma faute. Mea culpa à deux. Nosa culpa. Voilà, c'est un nosa culpa. Les Portugais. C'est un nosa culpa. Nostra culpa. On a oublié Spencer Dinwiddie évidemment dans la discussion des 6 hommes de l'année. C'est pas un blasphème, c'est juste simplement que bon, avec les bilans des Nets. C'est un blasphème, on aurait dû le citer. La production est très bonne, mais c'est vrai que par rapport au bilan des Nets, on va pas le mettre dans les favoris. Mais Spencer fait un bête de taf. D'ailleurs prolongé en scred. Ils l'ont trop bien prolongé à 10 millions l'année. C'est là que Atkinson, on se rend compte aussi du travail. On va venir après sur les joueurs en eux-mêmes, mais c'est ça aussi qu'on se rend compte du travail d'Atkinson en global depuis 2 ans maintenant qu'il est à la tête de ce groupe. Et ça fait, c'est sa 3e saison quoi, Atkinson. Ouais, j'aurais dit 3 ça. Non. C'est après ça. 2 saisons complètes, c'est sa 3e. Ouais, il est dans le début de sa 3e quoi. C'est que l'année dernière, par exemple les Bulls, match un peu à la con. D'Angelo Russell pas super dedans, tu vois, alors qu'il venait de défoncer de faire très mal aux Lakers par exemple. Eh ben Dinwiddie, bam, 28 points dans la bouche. Bien sûr, il s'ajuste. Et Jarrett Allen, double, tu vois. Et du coup, s'ajuste en permanence. Le groupe fonctionne. Et le groupe s'entend trop bien. Regardez si vous pouvez, les curieux iront voir le Twitter de Jared Dudley qui est absolument fabuleux. Oui, c'est un des premiers à parler. Jared Dudley, Rondae Hodges, Jefferson, etc. Tous les gars de Brooklyn sont les premiers à dire l'ambiance de groupe est trop bien. On n'est pas en train de se toucher sur n'importe quelle victoire, mais même dans les défaites, il y a eu des défaites qui sont frustrantes. Il y avait une défaite je me souviens qui était assez marquante à New Orleans, où il y a un fumble de D'Angelo Russell, où il rend la balle au buzzer, et derrière ils se font assassiner, je crois, par Jrue Holiday. C'est le genre de défaite qui peut faire extrêmement mal à un groupe, qui peut essayer de aussi jeune de se construire. Et ils ont les bons gars pour les calmer. Jared Dudley, Ed Davis, qui va aussi parfois faire genre, les gars, tranquille, c'est un long processus, même on va y arriver. Desmarais Carroll aussi, évidemment, Desmarais Carroll, bien sûr. Donc le groupe vit extrêmement bien, et ils n'arrêtent pas de le dire publiquement, et ça c'est super. Là on voit bien, cette année, on commence à voir quelques fruits du travail mené par la paire Sean Marks Atkinson là, depuis 2 ans. Quelques fruits, c'est-à-dire que les joueurs ont été assez bien choisis. La patience est incroyable. La patience est là. Parce que Boston les a mine de rien, il y a des dilapidés. Oui, mais ils ont réussi à drafter quand même. Caris LeVert, par exemple. Bien sûr, mais c'est des pics volés à droite à gauche. C'est-à-dire que je crois que Caris LeVert, ça va être un délire de Tadeusz Young envoyé. C'est le pic de Boston, je crois. C'est un swap en fait. Il y a une histoire avec Tadeusz Young envoyé à Indiana, il récupère Caris LeVert. Il y a un délire comme ça. Non, c'est pas Jarrett Allen, ça, justement. Et Jarrett Allen, non, c'est Washington. Ah oui, c'est Washington. C'est Washington où en fait, Sean Marks n'avait rien parce que Boston n'arrêtait pas de prendre les pics à cause du transfert Paul Pierce, Kevin Garnett, donc il n'y avait aucune flexibilité pour les Nets. Et puis ils ont bricolé au fur et à mesure pour avoir des jeunes stars. C'est vachement bien parce que, en plus, pour faire un petit peu le coup d'œil dans le rétro, on a fait une preview sur les Nets en septembre, qui justement mettait en avant cet objectif principal de Brooklyn cette saison, qui est d'être hyper séduisant. On se posait la question, est-ce qu'il vaut mieux pour eux tanker, ou est-ce qu'il vaut mieux pour eux essayer de se battre, d'arracher ce qu'il faut pour draguer sur le marché des agents libres? Parce qu'on va forcément y venir, mais Brooklyn va avoir du cap là. Bien sûr. Il y a du contrat finissant, il va y avoir des choix à faire. Souvenez-vous de Dwight Howard, on l'a récupéré, on le coupe. Merci, au revoir. Il y a des choix à faire. Et Brooklyn va avoir du cap. Si en plus c'est un peu attractif, c'est-à-dire qu'une star, au hasard, Kevin Durant ou Jimmy Butler, peut se dire, attends, moi je peux être la star là, puis j'ai un Caris LeVert, je suis à New York, j'ai King of New York, j'ai un Joe Harris, j'ai un Jarrett Allen qui met des bêtes d'écran, je suis King of New York sans me taper la presse du Madison Square Garden. Ouais, le coach il est genre il est bon et tout, c'est millimétré, genre ils peuvent me mettre le max sur 4 ans. Bien sûr. Dis donc, tu vois ce que je veux dire? Oui.
Genre, Sean Marks, il est prêt à négocier avec moi, il est prêt à me faire genre un 2+1. Bien sûr. 2 années plus une 3 en option, on l'a vu de toute façon depuis ça va intéresser étés. Des gens, ça. Bien sûr, depuis plusieurs étés, on l'a vu. Sean Marks, de toute façon, il joue à cache-cache avec les franchises NBA. Il met 105 millions sur autoporteur. Allez-y, allez matcher. Il a mis pareil sur Tyler Johnson, sur Allen Crabbe. Il a essayé de voir justement quelles pouvaient être les franchises qui pouvaient lâcher leurs joueurs. Parce que déjà, qu'aujourd'hui, les Nets sont la meilleure franchise de New York, genre by far, comme on dit là-bas. Désolé les Knicks. Désolé les Knicks, mais là, il n'y a pas photo. C'est clairement Brooklyn Si en plus, c'est eux qui deviennent un poil attractif et qu'en plus, ils peuvent se faire péter une star à rajouter là-dedans. Oui. Évidemment, calmez-vous. C'est des si, c'est des gros si en majuscule. Tout à fait. Et puis évidemment, calmez-vous. Le Barclays Center ne sera jamais le Madison Square Garden. Qu'on se calme. C'est pas ce que j'ai dit. Tout à fait. Par contre, c'est pour ça peuvent être la plus grosse franchise de New York pendant quelques années. Bien sûr, c'est parce que je les connais. C'est parfois ils sont un peu sensibles et tout. Faut les calmer. Mais c'est clair que Brooklyn est la meilleure franchise en ce moment de New York. Et il y a un joueur notamment sur lequel je voulais faire un focus, sauf si tu avais un point à mentionner. Vas-y. Mais il y a un focus vraiment qui est intéressant à voir. On l'avait parlé. Je crois que c'était ton Gérard d'Or. C'était D'Angelo Russell, parce que D'Angelo est en dernière année de contrat, en tout cas en négociation post-contrat rookie. C'est la saison qu'on attend de lui, quoi. Et exactement, c'est-à-dire que là, quand la blessure de Caris LeVert est arrivée, les projecteurs ont été mis sur lui et le démarrage est un peu poussif. Mais là, depuis la série de victoires, D'Angelo est vraiment pas mal. Et pas mal, ça manque encore un peu de régularité, il y a des matchs un peu en dedans. Mais l'approche est bonne. Oui, et puis dis donc, il y a des vrais efforts. Après, la défense de Brooklyn n'est pas ouf, mais il y a des vrais débuts d'efforts. Offensivement, c'est un joueur qui a un talent, c'est certain. Tu vois, il a un talent offensivement. Il sait shooter, il est un peu long, c'est un faux lent. Il a beaucoup de toucher, il a une vraie vision. Enfin, c'est un bon joueur de basket offensivement. Dominer sans être un immense athlète, c'est très bien. Tu vois, bien sûr. Ensuite, là aussi, on en revient encore à Atkinson. Qu'est-ce que c'est malin de lui adjoindre des Allen Crabbe et des Joe Harris aussi. Oui. Tu vois, et des Jarrett Allen. C'est malin. Et des Jarrett Allen. C'est malin. Ed Davis aussi. Tu vois, vu que t'as plus Caris LeVert, oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais il s'ajuste bien parce qu'avant, il y avait beaucoup de scoring, et je sais pas trop comment faire si ça rentre pas. Et là, le match des Lakers, par exemple, c'est typiquement le genre de rencontre qu'on peut attendre de D'Angelo Russell s'il s'applique un petit peu sur la durée. C'est ok, le scoring est pas mal, mais je vais quand même faire mon record en carrière de passes décisives. C'est-à-dire que je vais essayer de mettre quand même mes gars en avant parce que l'équipe adverse va justement scouter contre moi. Donc au lieu d'être sur un match dégueulasse avec 6 passes au final et 12 points avec des pourcentages dégueulasses, il s'ajuste. Et puis le nombre de matchs où il y a quoi 6, 7 rebonds. Bien sûr. Mine de rien. Bien sûr, c'est très bien. T'es content quand ton meneur il prend 6 rebonds? Bien sûr. D'Angelo en tout cas c'est très bien pour le moment. Ouais. Évidemment, il faudra voir ce que ça va donne. On va voir s'il peut continuer. On sait aussi qu'il est moitié en contractière quand même. Et la contractière, on le sait, c'est souvent il se motive. La trappe Nigo. On verra. Hashtag Willy Colestein. Là, Sean Marks va avoir un choix à faire. À un moment. Oui. Combien tu donnes à D'Angelo Russell? Jusqu'à combien tu le payes pour le garder? Ils ont été Ça va être une vraie question. Tout à fait. Je pense qu'ils ont été clairs cet été. Bon, en même temps, il n'était pas en sortie d'énorme saison. Il y avait la possibilité de le prolonger. Ils ont clairement pris le choix de le laisser aller dans la free agency de l'été prochain. Là, s'il continue comme ça à tourner en 18 points, quoi, il fait quoi? Ouais, il est à 18-6, 18-7. Bouge pas. 18 points et 7 passes. 18 points, 4 rebonds, 6 passes. Ouais. Bon, s'il continue comme ça, combien tu le payes? C'est combien un joueur comme ça? C'est le Zach LaVine? C'est le 20 millions, 80 millions sur 4 ans? Je sais pas, je demande. Est-ce que D'Angelo Russell va accepter moins? Est-ce que D'Angelo Russell ne prend, entre guillemets, que 14 ou 15 millions à saison comme un Marcus Smart? Est-ce qu'il prend une Marcus Smart? C'est à ce moment-là que c'est intelligent d'avoir pris, pour répondre à ta question, je pense que c'est intelligent du coup d'avoir prolongé en scred Spencer Dinwiddie. Ah bien sûr. Genre, ok, on va voir. Tu veux t'en aller? Ou genre, tu veux pas accepter 58 sur 4? Écoute, on va attendre. Pas de problème, gros, on va attendre et on aura la free agency 2020 et 2021. Surtout qu'il est restricted. Bien sûr. Donc ils peuvent matcher. Tout à fait. Mais on attendra si besoin d'avoir un bet de meneur en 2020, 2021. Enfin, je veux dire, ils ont du temps, Brooklyn. Donc ça, c'est super. Après, il y a d'autres joueurs, comme tu mentionnais. Joe Harris. Putain, Joe Harris. 47% à 3 points, Pépère. Qu'est-ce qu'ils ont, les Joe Ingles, Joe Harris? Tu sais, les gars qui ressemblent à rien, là. Ils ressemblent à rien. Ils ressemblent à Bébert qui boit trop de bière au pub. Ouais. Non, mais... Non, Joe Harris, je suis salaud. T'es salaud. Joe Harris, il ressemble à un hipster qui aime le tricot. Bien sûr. Non, mais le hipster award 2018-2019, c'est Joe Harris. Il ressemble à un hipster qui aime le tricot et qui va au parc avec les gosses après avoir bu un smoothie. On est d'accord ou pas? C'est le cas. Eh ben, il joue bien. Il joue vachement bien. Et il se bat. Bonjour le hustle. Ouais. Les Cavs. Ouais. Salut. Bonjour.
Bon, après, c'est difficile de prévoir parce que là, il est dans un bête de collectif. C'est clair, on les et puis peut-être que dans une équipe, et puis peut-être que dans une équipe un peu plus forte, il y est pas. Il n'empêche qu'il prend des wagons de 3 points, il est à 47%, il a pas peur, il est hustle, c'est super. Vraiment comme joueur, pareil, de la formation Kenneth Atkinson. Alors aujourd'hui, les Nets l'ont en titulaire. À terme, faudrait pas que ça soit ton titulaire, Joe Harris. Faudrait que ça soit ton 6-7e homme, tu vois. Bah, sauf si Joe Ingles sa life. Ouais, si Joe Ingles sa life, mais même, hein, Joe Ingles, moi, je trouve que c'est un bon mec de banc, en fait, dans l'absolu. Attention. Quand même, désolé, fan du Jazz, mais c'est ce que je pense vraiment. Non pas que je pense qu'il est pas bon, je pense juste que tu... Enfin, je sais pas. Bref, allez. En tout cas, oui, Joe Harris, faut en parler. Et puis bon, bah, Jarrett Allen. Et Jarrett Allen. Pareil, LeBron. Waouh. Bah, en termes de protection d'arceau. Non, not here. Bon, déjà, en protection d'arceau, il est élite, déjà. Oui. Tellement old school, c'est trop bien. Tous les gens de la génération précédente, récente, là, en 2000, début 2010, qui ont peur de se faire poster, un vrai message à faire passer, demander à Rudy Gobert et tous ces gars-là, faut monter au contre pour rencontrer des gars. Tu vas peut-être te faire poster par LeBron, mais tu vas peut-être aussi le contrer et être un des 9 mecs qui ont contré LeBron en carrière sur des dunks. LeBron s'est fait contrer 9 fois sur les dunks en carrière. Il y a sur 1800 et quelques dunks, attention, c'est pas sur un petit peu. Sur quasiment 2000 dunks et tout, et il protège tellement bien, et t'as l'impression qu'il est déjà en NBA depuis super longtemps. Il sort pas trop de son rôle. Alors qu'il a 20 ans. Bonjour. C'est super. Ouais, non, saison de sophomore vraiment intéressant. Je sais pas forcément si son plafond est extrêmement haut, parce que bon, parfois il prend des 3 points, ça finit en airball, c'est comme ça et tout, mais tu vois, en termes de vétéran solide, c'est que son plafond offensif est encore assez compliqué à déterminer. On peut pas dire qu'il ait des mains incroyables, on peut pas dire qu'il ait un vrai shoot. C'est pas qu'il sache pas se placer, mais c'est pas un joueur offensif, vraiment, il a encore du mal, on va dire. Mais après, il a que 20 ans. Par contre, moi, je pense que son plafond défensif, il est très très haut, en fait. Parce qu'il n'y a pas que les contres. On a quand même affaire à un pivot assez mobile. Voilà. Et il a un moteur, donc. Ouais, c'est ça, il a ça, c'est ça qu'il a, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il a tendance. L'année dernière, il se faisait enfoncer par tous les pivots qui venaient à Brooklyn. Il a pris du muscle. Cette année, c'est moins vrai. Ouais. Ça. Genre, le spot TTFL des intérieurs sur les Nets, il existe encore. Toujours. Mais méfiance quand même. Tu n'es pas à l'abri. Anthony Davis n'a pas fait ses stats contre Jarrett Allen. Donc, c'est-à-dire, Jarrett Allen progresse. Jarrett Allen s'améliore. Jarrett Allen grandit. Le jour où il va nous avoir fait, comme Rudy, comme tous ces gars, les petits 5 kilos qui vont bien dans le haut du corps, là. Oui, de toute façon, bien sûr. Non, mais il faut qu'il prenne en tout, en fait. Il faut qu'il va pas devenir daron, mais il y a souvent des gars comme ça aussi qui ont besoin, quand ils approchent les 24, 25, 26 ans, ils commencent à avoir plus de responsabilités, plus de choses. Les 26 ans, c'est dans 6 putains d'années. C'est dans 6 années, bien sûr. Donc il a le temps de faire plein de choses. C'est hyper intéressant à suivre, et lui aussi, il faudra le conserver quand son contrat rookie va commencer à expirer. Il faudra le garder parce que ça ressemble, en tout cas, il a très clairement, d'entrée là, le profil d'un mec qui peut rester très longtemps à Brooklyn. À la Capella un peu. Un peu, hein. Franchement, mets-le aux Rockets avec Harden et Chris Paul qui lui envoient des alley-oops. Oh mon Dieu. Je veux dire. Non, mais bien sûr, mais. Est-ce que c'est vraiment moins fort que Capella ? Désolé, il protège mieux l'arceau que Clint. Enfin, ouais, il est un peu moins mobile et moins bien placé en attaque quand même. Oui, bien sûr. Non, donc ça se bataille quoi. Non, mais en fait, il y a du Rudy. En fait, il y a du Rudy en. Il y a du Rudy en. En défense. Il est moins dur que Rudy quand même. Non, mais à 20 ans. Enfin, tu vois, je veux dire, à 20 ans, quand tu compares des gars, il a ce côté kamikaze qui est génial. Je sais pas si Capella est très kamikaze dans son résultat. Moins. Rudy est plus kamikaze et Jarrett Allen aussi. Par contre, je souhaite à Jarrett Allen de devenir un aussi bon défenseur que Rudy Gobert, quoi. Il peut, hein. Oui, j'ai dit je lui souhaite, mais c'est pas facile. Rudy Gobert, ok, non seulement il monte au compte, il a pas peur de se faire poster, c'est un intimidateur de malade, Rudy Gobert maintenant. Mais en plus, Rudy, alors moins mobile latéralement, clairement, que Jarrett Allen. Bon, ça après c'est normal. Par contre, sur les gros, Rudy il se fait pas enfoncer comme ça. Hein. Non, c'est sûr. Ça va venir peut-être pour Jarrett, mais en tout cas, le développement en saison sophomore est superbe. Et le banc est bien, tout le monde essaie de contribuer, même les rookies, Kourouks et tout. Tous les gars, en fait, tu es appelé par Kenneth Atkinson, t'as pas le droit de glander, quoi. Premièrement, y a personne. Et puis si tu glandes, tu dégages tout de suite. Ça, tu vois vraiment Kenneth Atkinson le faire. Non, mais même avec ces gros joueurs. Genre, quand Jarrett Allen fait sa première faute débile dans les 3 premières minutes du match, souvent il le sort tout de suite. Qu'est-ce que tu fais, pour le mettre sur le banc, le gamin, et lui dire mec, oui, t'as pas fait tes 2 fautes, justement, tu sors quand même en fait. Je m'en fous, tu vois.
Et ça, c'est bien aussi. On sent qu'il y a une vraie autorité, qu'il y a un vrai... Ah bah Kenny, de toute façon, ça ressemble beaucoup au modèle, d'ailleurs il faudra faire gaffe, hein, mais ça ressemble beaucoup au modèle qui avait été testé par Philadelphie avec Brett Brown, où ils avaient dit, quel que soit le niveau de galère, on veut être dans la continuité. Donc on va continuer avec Kenny Atkinson, tu vas développer des jeunes, en espérant qu'il y ait le même level de jeunes qu'ils puissent avoir par la suite. Hein, ça, on va pour ça, il faut commencer à drafter, et puis un peu haut. Et parce que là, les Nets, le truc, c'est que la vraie question, elle est pas... Pour moi, les Nets... Ils ont pas envie de tanker là. Non, t'as pas envie de tanker, on va y venir, mais c'est vrai que c'est la première année où tu peux drafter. Bah oui, mais... Quel que soit le résultat que tu fais, t'es quand même content, quoi. Parce que tu vas pas finir dans les profondeurs. Et tu le vois déjà, la saison s'arrêterait aujourd'hui, elle serait déjà réussie limite pour les Nets. T'es 9ème à l'Est. Aujourd'hui, ils ont 15 victoires, 18 défaites, si je dis pas de bêtises. Ils sont 9ème à l'Est. Ils sont vraiment potentiellement dans la course au play-off, hein. Clairement, ils y sont. En fonction de comment ça continue, en fonction de quand est-ce que Caris LeVert revient et dans quel état aussi. On parle de début février, il y a une update. Tu vois, mais n'empêche, s'il joue tout le mois de mars et toute la même moitié du mois d'avril, ça peut apporter des choses honnêtes. Bien sûr. Hein. Tu vois, genre, faut voir comment il revient. S'il revient comme Paul George ou est-ce qu'il revient comme Gordon Hayward. C'est sûr. Ah bon, c'est pas une fracture lui, mais non, vous m'avez compris. Mais la blessure était violente. Mais dans la tête, bien sûr. Bonjour. Donc, ça va être quand même vachement intéressant. Et bah moi franchement, je suis hypé. Hein. Ah bah, je le dis clairement, je suis hypé. Ça se regarde. Je suis en mode genre, attends, ils pourraient faire venir une star. Oh là là, ils peuvent aller en playoff. Enfin, tu vois, genre, je suis là, genre, en plus, ils ont très probablement, ils ont un des groupes de commentateurs. Écoutez les Nets. C'est bien. C'est les commentateurs des Nets, c'est trop bien. Yannick Gull, Richard Jefferson, toute la clique. Et tous les copains d'ailleurs en France qui suivent les Nets. Un petit point sur le programme. Car comme vous le savez, on aime bien faire des trash talkers, c'est-à-dire qu'il y a 7 victoires de suite. C'est parti, vas-y, on arrive et ça finit en 2 victoires pour 12 défaites. Tu joues contre les Pacers. Chez toi ? Oui. Tu peux gagner, hein. Tu joues contre les Suns. Tu perds. Ouais, tu bois, c'est impossible. Les Suns sont injouables. Hein. Ensuite, tu joues contre Charlotte, le 27. Tu bats Charlotte. À Charlotte, le 29. Plus compliqué. Tu vas à Milwaukee. C'est compliqué. Tu joues contre les Pélicans pour lancer la nouvelle année. Tu peux gagner ça. À Memphis, à Chicago, à Boston. Pas facile. Heureusement, il y a un stop contre Atlanta. Et après, t'as à Toronto, contre Boston et à Houston. Ouais. Bon, le cœur, c'est là. Hein. Ah, le cœur se présente bien. Désolé les Nets. C'est le timing de la vidéo aussi. Hein. C'est comme ça. Mais en soi, on en revient donc au titre forcément qu'on voulait mettre un petit peu en avant par rapport aux Nets. C'est que, donc comme tu le disais, ils sont 9e aujourd'hui. Tu espères atteindre le top 8. Quelle équipe, en termes de level de jeu, quelle équipe il serait capable de rattraper? Parce que tu as Orlando qui est dans ton viseur. Charlotte qui est dans ton viseur. Ils sont quand même un cran en dessous de tout ce qui est Détroit, etc. Détroit, Indiana, Milwaukee, Boston, non. Mais Orlando, il faut faire chuter Orlando ou Charlotte. Ou les deux. C'est pas infaisable. Est-ce qu'ils en sont capables? C'est pas infaisable. C'est pas infaisable du tout. Moi, voilà. Je demande à voir. Ouais, il faut essayer de voir ce que ça peut donner. Je pense, très personnel, je pense qu'il y a évidemment, je pense qu'il y a un gros effet là de surprise par rapport à une telle série de victoires, mais que ça va continuer à se battre, mais je crois que ça va un peu redescendre sur terre. Le calendrier là que tu viens de dénoncer là. Oui. Toute la différence, c'est est-ce que dans ce calendrier-là, tu vas faire 20% de win ou est-ce que tu peux faire 50% de win dans ce calendrier-là? Oui, bien sûr. Tout est là en fait. Il faut faire 50%. Voilà, c'est ça. Et ils seront capables, mais j'ai quelques doutes sur non pas sur le projet et sur le type de jeu, mais sur la capacité à pouvoir finir tous les matchs. Il y a beaucoup de matchs là qu'ils ont réussi à finir. Au niveau talent. Tu le vois, bien sûr c'est plafonné, mais tu vois, il y a des matchs qu'ils ont réussi à finir ric-rac, et tant mieux face justement les Bulls, ça a été terminé ric-rac, les Lakers, ça a été ric-rac, les Sixers, ça a été ric-rac, et les Raptors, bien ça a été ric-rac. Ça passe ou ça casse. Enfin, je veux dire, ça pourrait être aussi des défaites qui pourraient ensuite faire que l'apéro n'aurait pas lieu. Ils n'ont pas fait que des blowouts. Bien sûr. Mais bon, il leur faut une star. Il leur faut, ouais. Mais ils ont, là, je trouve, ils sont en train de construire une hype qui peut leur permettre d'attirer une star. T'as fait, sur les 2 premiers mois et demi de compétition, le boulot pour te ramener à l'été et dire, regarde, il y a un projet. Regarde Jimmy, regarde Kevin, regarde Clay, regarde Kawhi, regarde je sais pas qui. Non mais, tu vois, genre, regarde Demarcus. Ouais. Non, pas Demarcus. Non, t'as Jarrett Allen. Regarde, je sais pas qui, tu vois, genre, voilà, il y en a quelques-unes. Trevor Ariza, ouais, regarde Trevor. Ouais. Regarde Kelly Oubre. Oh. Bien sûr, tu peux. C'est ton jamais. Bien sûr.
Non mais le taf est fait. Donc du coup, nous évidemment, on va regarder les prochains matchs des Nets. Suivre aussi le retour bientôt de Caris LeVert. On touche du bois pour que ça soit à peu près fin janvier, début février. Ah écoute, on aimerait bien qu'il commence à être en full entraînement avec du contact dès fin janvier pour pouvoir commencer à jouer après l'All-Star Game, genre. Ouais. Ça serait idéal pour Brooklyn. Ça serait idéal pour Caris et pour Brooklyn. Après, faut voir. Dans tous les cas, bravo aux fans des Nets. Regardez les autres qui sont curieux des matchs de Brooklyn en ce moment. Et puis nous, on va enchaîner sur d'autres apéros. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.